Cette année, des événements et leurs stands ont fleuri à la Manufacture des tabacs avec pour objectif une sensibilisation autour de la précarité menstruelle. Mais pourquoi? D'après une étude de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, en France, 1,5 million de personnes, cis, trans ou non-binaires, dont bon nombre d'étudiants, n'ont pas eu accès ou très peu aux protections périodiques lorsqu'elles avaient leurs règles. Parmi les étudiants, un tiers d'entre eux nécessitent un accompagnement financier pour subvenir à leurs besoins de protection périodique. Il s'agit d'une réelle problématique sociale mais aussi sanitaire, car au-delà des dépenses de produits hygiéniques, certains facteurs externes entrent en jeu, entre syndrome prémenstruel, choc toxique, endométriose et d'autres maladies qui nécessitent des frais médicaux plus ou moins remboursés. En moyenne, cette dépense est comprise entre un coût annuel de 60 à 120 euros, et pour les personnes souffrant de douleurs ou nécessitant l'achat de sous-vêtements et de literie, cela peut aller à plus de 240 euros l'année. En France, un budget de 5 millions d'euros est déjà à présent alloué à l'État pour lutter contre la précarité menstruelle, destiné principalement aux personnes incarcérées, aux sans-abri, aux collégiens et aux lycéens. Pour les étudiants, les initiatives doivent être prises par des facultés ou leurs associations. Pour vous renseigner davantage, l'étude évoquée est retrouvable auprès de la FAGE et l'association Règles élémentaires ouvre la parole sur les enjeux de la précarité menstruelle. Alors, on est toutes les deux membres de l'association Makeda Saba, moi en tant que présidente et elle en tant que secrétaire générale. Donc, c'est une association qui a été créée en 2017 qui œuvre à mettre en valeur la femme africaine et afrodescendante à travers plusieurs actions, comme des conférences, des débats, des expositions ou simplement des ateliers. Alors, c'est une problématique internationale et c'est un sujet qui est très, très d'actualité, que tous les pays abordent. Et la précarité menstruelle, elle n'est pas la même partout parce que, par exemple, ici en Occident, ça sera plus le problème du coût de la protection hygiénique, alors que parfois, dans certains pays, comme par exemple en Inde, ça va être juste l'accès en fait aux protections hygiéniques qui va être très rudimentaire. Donc, on a eu par exemple très récemment un homme qui avait inventé des serviettes par rapport à sa femme justement qui en avait pas, ou même dans certains pays d'Afrique où il n'y a pas cette facilité à trouver des serviettes, des tampons ou encore des choses un peu plus récentes comme la cup ou la culotte menstruelle. Ça incite à faire des choix dans notre vie. Quand on souffre de précarité menstruelle et qu'on se retrouve au supermarché et qu'on doit faire le choix entre se nourrir ou nos règles, on peut faire le choix de se restreindre au niveau alimentaire pour avoir accès à nos protections hygiéniques ou nos tampons, pour ne pas se retrouver dans des situations où on est obligé de rester chez soi parce qu'on ne peut pas sortir, qu'on est obligé de manquer les cours ou manquer le travail. Donc oui, ça implique des restrictions tout au long de la période des règles. Les règles, c'est le passage de l'enfant au stade de femme en fait. Par exemple, je me rappelle, moi, quand j'ai eu mes règles, j'ai eu de l'or. Parce que voilà, je devenais une femme et donc on m'avait offert de l'or, on avait préparé quelque chose, donc c'était vraiment central. Et c'est aussi considéré, dans certaines cultures comme dans certaines religions, comme un stade d'impureté en fait, comme quelque chose d'impur. Donc culturellement, même religieusement, les règles c'est quelque chose de primordial en fait, parce que c'est un passage dans une vie. C'est un tabou au niveau de la jante masculine et du coup ça devient une honte pour les femmes. Par exemple, c'est très anecdotique, mais je travaille dans un collège et c'est la période où on commence à avoir ses règles. Et les filles, elles ont très 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 honte de venir nous dire est-ce que ça serait possible d'avoir une serviette parce que c'est la première fois que j'ai mes règles, etc. Elles abordent pas du tout ce sujet-là avec les professeurs hommes et les surveillants hommes, mais elles viennent nous voir et souvent elles sont dans un état un peu de stress et d'anxiété parce qu'elles ont honte de nous dire qu'elles ont leurs règles alors que c'est tout à fait normal. La symbolique, elle reste ancrée, mais il y a quand même une petite évolution. On peut le voir à des petites choses comme par exemple les pubs pour les serviettes hygiéniques où on n'utilise plus du liquide bleu, mais il y a certaines pubs comme Nana où on utilise du liquide rouge. Donc on peut se dire qu'il y a une certaine évolution, mais après comme cette publicité elle a fait vraiment polémique, donc on peut se poser la question encore de la perception des règles. Les gouvernements s'y intéressent. Par exemple, en février 2020,
il y a le gouvernement écossais qui a décidé que les protections hygiéniques seraient gratuites. Et donc, c'est le premier pays à vraiment généraliser la gratuité des protections. Après, on a la ville de New York aussi, qui en 2016 avait décidé de rendre les protections hygiéniques gratuites dans les écoles, les prisons et les foyers pour les personnes sans abri, donc les personnes les plus exposées à la précarité menstruelle. Donc, il y a des choses qui se passent. En fait, c'est une problématique qui intègre nos débats de société petit à petit. C'est vrai qu'elle a mis du temps à être exposée, mais je pense que dans les années à venir, il y aura de plus en plus d'initiatives gouvernementales en faveur de cette problématique pour réduire le taux de précarité menstruelle dans chaque pays. Moi, je trouve qu'on avance. Par exemple, très récemment, au sein de l'université, il y a eu une distribution de protection gratuite. Après, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que on n'était pas beaucoup au courant, en fait. Donc, j'ai trouvé ça un peu triste. Mais ce genre d'initiatives, je trouve qu'elles sont importantes parce que ça permet à des étudiantes en situation de précarité de pouvoir se procurer des serviettes. Après, ça serait bien d'étendre un peu ce genre d'initiative peut-être à la collectivité, que ce soit dans le cadre d'une ville ou d'un département, pour pouvoir accéder à des protections gratuites. Donc, il y a des initiatives, mais je pense qu'on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux. Après, pour le moment, j'ai pas vraiment d'idée d'initiative, à part la gratuité, comme par exemple en Écosse. Après, comment appliquer ça reste encore à réfléchir. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faudrait généraliser la gratuité, l'accès aux serviettes hygiéniques gratuites, parce qu'il n'y a pas que les étudiantes qui sont concernées par la précarité. Je pense que ça touche globalement toutes les personnes précaires qui ont leurs règles. Donc oui, d'une part généraliser, d'autre part, je pense qu'il faudrait travailler sur la communication par rapport à ce sujet-là, insister un peu plus pour qu'il soit mieux entendu. C'est important que le gouvernement agisse, puisqu'en tant qu'association, on peut faire des maraudes, on peut faire des distributions de protection hygiénique, mais ça restera très sectaire. On va aider 100 personnes dans les bons jours, mais c'est tout en fait. Et il n'y a que l'État qui a le pouvoir de rendre ça réellement général. Nous travaillons étroitement avec les fondateurs de la BHN, donc Guy Dalvé et Lorraine, pour anticiper l'accueil de plusieurs artistes à Lyon 3. Donc pour moi, Catherine Ursin, c'est à la fois le croisement de l'art contemporain et de l'art singulier. Alors l'art singulier, donc avec ces artistes qui ne respectent pas obligatoirement un académisme. Et dans une université en sciences humaines et sociales, Catherine Ursin est plasticienne, poétesse, performeuse. Moi déjà, c'est l'art pour penser. Avec le penser, je mets un A. Au niveau de Myriam Marquez, donc gestionnaire du restaurant universitaire du Crous à la Manu, Myriam nous a donné carte blanche et qu'initialement on méconnaissait le lieu où Catherine allait réaliser sa fresque. Et c'est vrai qu'il y a pu avoir une interrogation, mais que je peux comprendre. C'est-à-dire que suite à la pandémie, donc avec 2 années universitaires très chaotiques, les plongées dans de l'art singulier, ça pouvait être une prise de risque. Mais l'art singulier, l'art brut, l'art, c'est aussi une prise de risque. Je trouve qu'elle est un peu glauque. Ils sont tous, à moitié démembrés. Je dirais que j'aime plutôt pas. Le lieu où on mange, d'avoir une fresque aussi dans ce thème-là, je pense que c'est peut-être pas hyper approprié. Peut-être que si elle était dehors, ça me choquerait moins. Ce que j'aime, c'est que il y a un décalage entre ce qu'il y a sur le mur et ce qu'il y a entre les murs, on va dire. Si on me dit de faire une fresque murale pour un rue, c'est pas à ça que je m'imaginerais comme ça. Mais pas dans le mauvais côté. Je pense pour le coup que c'est important qu'elle soit dans ce lieu-là. Parce que du coup, moi, c'est le décalage qui m'impressionne au début. Ça fait un peu peur quand même comme ça, on va pas se mentir. C'est pas hyper convivial comme ça. Mais encore une fois, c'est pas une mauvaise chose.
Thématique, je sais pas, on dirait limite une descente aux enfers, le truc. Bah, j'aime bien parce que c'est glauque. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et puis c'est pas joyeux. Enfin, c'est pas comme toutes les œuvres un peu joyeuses. C'est assez bizarre. Quand tu meurs, et ben après, voilà. Là, donc après la mort, ouais, quand tu flottes un peu bizarrement. Enfin, pendant que tu es un peu inconscient, quoi. Oui, je trouve que c'est un travail très puissant, très fort, qui nous évoque à la fois la beauté, mais en même temps une angoisse. Je trouve que ça me fait penser au jugement dernier. D'abord le trait. Je pense qu'il y a une grande réflexion pour pouvoir traduire les dessins tels qu'ils sont, que nous sommes des êtres très, très fragiles et quelque part de peu d'importance, vous voyez. Et donc, ces peintures nous amènent à cette réflexion et peut-être à nous améliorer quelque part. Il y a plusieurs dimensions d'inclusivité dans le langage. Tout d'abord, le langage épicène cible spécifiquement la neutralité. Par exemple, on parlera des droits humains ou droits de la personne au lieu des droits de l'homme, une locution qui pourrait exclure de fait les femmes. L'écriture dite inclusive, quant à elle, s'attarde sur l'identité de genre, qu'elle soit transgenre, non-binaire, agenre, etc. De ce fait, elle propose, pour un même mot, différentes variantes afin de permettre à tout le monde de se reconnaître dans l'énoncé. Lorsqu'on évoque ici la binarité, on parle de la distinction faite entre les genres féminins et masculins. Savons-nous réellement ce qu'est l'écriture inclusive? Alors que l'emploi du neutre s'origine d'une habilité à exploiter une linguistique, l'écriture inclusive se confronte aux exigences de la langue, dans notre cas le français, sa richesse et sa lecture. On dénote une certaine incompréhension générale à propos de l'écriture inclusive. Si l'on regarde l'étude d'Aris Interactive réalisée en 2017, on constate que 4 personnes sur 10 ont entendu parler de l'écriture inclusive, mais que seuls 12% indiquent pouvoir la définir. Cette étude est souvent citée en exemple, car elle indique que 75% des participants sont favorables à l'écriture inclusive. Or, c'est faux. Dans les détails, ce ne sont pas 75% des Français qui sont favorables à l'écriture inclusive, mais bien une partie des participants qui sont favorables à la féminisation des métiers et pour l'inclusion du féminin à la place du masculin générique qui l'emporte. Au stade de projet, de nouvelles initiatives prennent forme, par exemple la création d'une typographie inclusive, travail établi par le designer Tristan Bartolini. Le lectorat est libre d'y trouver son propre sens de lecture. Mais ceci n'est qu'une réflexion basée sur une problématique, le cœur du problème étant un manque d'inclusion au sein d'une société peu représentative. Alors je m'appelle Camille, j'ai 21 ans et je viens juste de rejoindre l'association Allions-nous, donc c'est le premier événement entre guillemets que je fais. Puis moi je m'appelle Emma, je viens d'avoir 22 ans. Donc le collectif Allions-nous, c'est un collectif féministe qui est basé à Lyon 3. Alors le mot d'ordre, on va dire, de notre collectif, c'est l'intersectionnalité. Donc c'est-à-dire on se base sur le féminisme, mais pas seulement, c'est-à-dire il faut se décentrer de ses propres oppressions à soi. D'abord celle qui vient en premier, le racisme, les ethnicités, la grossophobie, le handicap, la psychophobie, etc. C'est surtout un outil avant tout, et en plus d'être un outil, c'est encore une réflexion qui est en cours. En fait, c'est une réflexion autour de la langue française. Il y a différentes façons de faire. Donc il y a le point médian que tout le monde connaît, donc c'est rajouter des E à chaque nom. Par exemple, les étudiants, point E, pour dire étudiant et étudiante. Après, ça c'est la manière, on va dire, que tout le monde connaît, mais il y a plus simple, il y a utiliser des mots neutres. Au lieu de dire belle, beau, on va dire magnifique, admirable, etc. En fait, on le fait au quotidien sans s'en rendre compte. Utiliser des formules englobantes, par exemple, au lieu de dire les rédacteurs, on peut dire la rédaction. Aussi, par exemple, ça existait déjà
En latin, il y avait aussi un genre neutre qui existait, qui s'est un petit peu perdu au fil des siècles. Mais au Moyen-Âge, par exemple, dans les écrits qu'on a retrouvés, beaucoup d'écrits genraient autant au féminin qu'au masculin dans les mêmes phrases. C'était d'un point de vue religieux, en fait. Ils voulaient mettre les hommes et les femmes sur un seuil d'égalité par rapport à Dieu. Alors je dirais que le point historique vraiment majeur, ça a été Louis XIV. Au moment où il y a eu toutes les révolutions protestantes, il a décidé d'unifier en fait le langage français et il confie ça du coup en créant l'Académie française. Donc bien sûr des nobles, des hommes qui ont décidé, d'ailleurs c'est à ce moment-là que le masculin l'emporte sur le féminin au niveau des accords, parce qu'avant c'était des règles de majorité ou de proximité, on faisait un peu comme on voulait. Et là ils ont dit que le masculin était plus noble, les professions qui étaient au féminin ils les ont tout enlevées aussi, le masculin pour dire le neutre en fait. Et puis du coup après voilà c'est revenu surtout au XXe siècle, donc on a eu des mouvements féministes qui ont commencé à beaucoup s'émanciper, que ce soit avec l'utilisation de la contraception, le droit de vote, etc. Il y a forcément une montée du féminisme, surtout sur la fin du XXe siècle. Du coup, il y a plusieurs linguistes et plusieurs mouvements féministes qui ont commencé à chercher des solutions pour rendre la langue française un petit peu plus égalitaire à ce niveau-là. Le féminisme et la cause LGBTQ, c'est deux causes qui ont toujours évolué en commun. L'écriture inclusive, c'est né à la fois, dans la version la plus moderne qu'on a, c'est né à la fois de femmes féministes qui voulaient une langue moins sexiste et de personnes de genre qui sortent de la binarité qui voulaient une quelconque représentation dans la langue. Déjà la problématique très pratique entre guillemets c'est le point médian, ça fait pas forcément partie des signes qu'on trouve facilement sur les claviers mais ça s'améliore petit à petit. Le fait que ça a été déconseillé par l'Académie française qui d'ailleurs a dit que c'était un péril mortel pour la langue. Je pense qu'il y a des trucs plus importants que l'écriture inclusive au point de vue d'un péril sociétal, mais bon voilà. Il y a eu une circulaire qui interdit l'utilisation de l'écriture inclusive dans l'enseignement par exemple, mais au final l'écriture inclusive c'est pas forcément quelque chose qui a été créé pour les enfants, c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour changer complètement la langue, et c'est pas non plus quelque chose qui est fait pour écrire des romans en inclusif et puis utiliser l'écriture inclusive dans absolument toutes les parcelles de notre vie quotidienne. Ça arrive que ce soit politisé, mais ça devrait pas forcément l'être, quoi. Les gens ils cherchent des débats là où il n'y a pas forcément besoin d'en avoir. C'est juste un outil qui handicape franchement pas grand monde, qui aide beaucoup de personnes à se sentir mieux, que ce soit dans leur genre ou dans leur vie quotidienne. Voilà quoi, c'est tout, ça s'arrête là. Il faut qu'on puisse en parler, dire quelles choses peuvent poser problème ou quoi, ou la faire interdire, voire sanctionner complètement. Je pense que c'est pas quelque chose d'approprié, ça devrait être autorisé.